il y a encore 2 personnes qui vont nous joindre au minimum. Donc voilà, je me mets ici pour l'instant. Ça permettra à Peter de diffuser la vidéo sur sa chaîne YouTube. Et ça tombe bien puisqu'il y a 2 personnes qui m'ont appelé juste à 7h15 qui m'ont dit « Ah, désolé, on aurait voulu venir, mais problème de santé, c'est pas grave, mais ils peuvent pas venir. » Et ils me demandaient « Mais est-ce que vous faites un Zoom ou quelque chose ou quoi ?» Et je leur ai dit « Eh ben, par chance, voilà. » Donc, bienvenue à cette 10e soirée réflexion. On a eu plusieurs personnes qui sont déjà venues ici, différents types de métiers, de personnalités. Le dernier, c'était le maire d'Ungersheim, Jean-Claude Mensch, et c'était l'année passée, à presque pareille époque. Donc, bienvenue dans notre cohabitat. C'est un habitat participatif. Ici, on vit à 3 familles dans ce lieu, avec du coup cette grande salle commune. Et voilà, ça permet à 3 d'habiter de manière un peu plus écologique, solidaire, économique, en mutualisant à la fois le foncier, toutes sortes de choses. Ces soirées réflexion, il s'agit de réfléchir un peu. Bon, d'accord, c'est vendredi soir, c'est la fin de la semaine, on va pas, voilà. Néanmoins, réfléchir un peu, penser à un sujet ou un autre. Et on a aussi à cœur, il y a le jeu de mots avec la réflexion, réfléchir de la lumière, par exemple, sur un miroir ou comme ça, en se disant que voilà, nous avons tous de différentes manières peut-être l'aspiration à ce que ce monde dans lequel nous sommes, voilà, aille un petit peu mieux, ou que les choses se passent, voilà, de manière un peu plus durable, un petit peu plus sympa. On mettra les adjectifs qu'on désire. Et voilà, donc il s'agit pour nous on se trouve intéressant de se dire tiens voilà il y a peut-être un espèce d'idéal, une lumière comme ça, et que ces soirées permettent voilà une forme de passage à l'action, hein, de réfléchir un petit peu d'une lumière, alors quelle qu'elle soit, hein. Nous ici voilà on a des valeurs chrétiennes qui nous habitent, mais ça peut être des tas d'autres valeurs qui voilà qui poussent un petit peu à l'action. Donc voilà pour ce nom de soirée, et on a à cœur de faire venir des gens plutôt que voilà. À l'époque où on regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, etc. C'est très bien, mais se retrouver avec quelqu'un, manger quelque chose, partager un temps, c'est important. Et peut-être juste une autre chose. Alors on avait indiqué un format d'avoir plutôt la partie conférence et ensuite les questions-réponses. Mais Peter est tout à fait OK et préfère même que les questions soient durant la conférence, donc juste au moment, voilà, sur le moment, si vous avez quelque chose, tac, allez-y, et on fera un petit peu plus long cette partie de conférence avec une fin. On verra vers quelle heure on vise, si c'est 21h30, peut-être un petit peu après, mais voilà. Alors, juste quelques mots de présentation de Peter ou de Pierre. Bon, voilà, il est d'origine suisse-allemande, donc voilà, c'est Peter, mais il a été tellement longtemps en France qu'il se fait aussi appeler Pierre. Je lis juste la 4e de couverture de son livre. L'auteur a travaillé 40 ans dans la recherche industrielle dans différents pays. Né en Suisse, je l'ai dit, vivant en France avec sa famille depuis 35 ans. Il propose ici une réflexion pratique pour une société désirant se passer des énergies fossiles. Des amis et connaissances ingénieurs, économistes, architectes, agriculteurs, sociologues, magistrats, philosophes, théologiens ont accepté d'apporter leurs remarques et suggestions. Donc voilà, on a parlé d'énergie fossile. Alors peut-être que parmi vous, certains parmi vous connaissent Jean-Marc Jancovici, qui est un des grands noms français au niveau vulgarisation de ce thème, qui est notamment cette dernière BD là, voilà, a encore propulsé le thème un petit peu plus dans le grand public. Voilà, qui parle de ce monde où on vit un petit peu comme des Iron Man en ayant beaucoup d'énergie. Est-ce que c'est durable? Est-ce que ça l'est pas? Nous avons, je termine par cela, un point commun avec Peter. Nous avons les deux, et certains parmi vous, je l'espère, les ont lus aussi. C'est le rapport du Club de Rome. Hein, le rapport Meadows. Alors, la différence entre nous, c'est que Peter l'a lu quand il est sorti, avant que je sois né, alors que moi, il m'a fallu attendre la version traduite en français
vers 2010 du rapport du après 30 ans. Et ensuite, voilà, il m'a fallu encore quelques années après qu'il soit sorti pour le livre, pour le lire. Donc voilà. Et juste pour dire que Peter a eu pendant toute sa vie et toute sa voilà ses réflexions, sa carrière professionnelle aussi, ses idées de finalement nous vivons dans un monde fini, de ressources finies. Voilà, comment avancer là-dedans. Donc je crois que ce long cheminement va être très intéressant, alors qu'actuellement on a peut-être des fois l'impression que on se réveille un petit peu là-dessus, hein, où on se dit ah bah tiens, voilà. Mais en fait non. Ça fait déjà un moment que des gens pensent à cela. Donc voilà, j'en reste là et je passe maintenant la parole à Peter. À toi la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité parmi vous. J'espère que mon accent, qui est toujours fidèle, dont j'arrive pas à me débarrasser, ne vous dérange pas trop et que ça vous tape pas trop sur les nerfs, hein, parce que vous devez quand même me supporter quelques minutes. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu la table de matière de cette soirée. On va regarder déjà quels sont les défis techniques pour la société qui doit vivre sans les énergies fossiles, la société post-pétrole. On va voir qu'il y a des limites financières de cette transition énergétique. Il y a des coûts et des risques du réchauffement climatique. Et il y a aussi des limites de la croissance verte dont on entend tellement souvent parler. Je voudrais bien vous montrer qu'il y a des limites très importantes qui vont devoir influencer le regard sur les solutions techniques. Alors, les solutions techniques pour bien vivre dans la société post-pétrole, on va regarder les différents paramètres d'action individuelle et collective. On va regarder un modèle, c'est-à-dire les écoquartiers 2000 watts que j'ai visités à différents endroits. Et on va aussi voir les limites et les avantages de la mobilité électrique. Et à la fin, on va se poser la question, est-ce qu'une philosophie matérialiste, elle peut réduire le style de vie matérialiste? Et quelles sont les conséquences sociales de la philosophie matérialiste et comment bien vivre en appliquant les solutions techniques? Voilà un petit peu le programme pour les prochaines 45 minutes. Alors là, c'est l'évolution des énergies fossiles. Là, vous voyez les années. Et je voudrais que vous reteniez un petit peu cette hauteur parce que 1860, je vais revenir dans une demi-heure sur ce sujet. Vous voyez que l'énergie, la consommation a toujours augmenté. Là, c'est des convertis en térawattheures. Les énergies, vous pouvez les convertir dans toutes les unités que vous voulez, en tonnes de charbon ou en barils de pétrole. Là, on l'a converti en térawattheures. Et vous voyez que ça a toujours monté là. Ça a arrivé 3 fois ou 4 fois où ça baissait un petit peu. Vous voyez pourquoi ça baissait un peu? Vous avez une idée? Là, c'est le Covid. Là, non, ça c'était les 2 chocs pétroliers et ça c'était la crise financière de 2008. Donc, on voit une baisse des énergies fossiles uniquement quand il y a une grosse crise. Ça, on devrait retenir. Alors, qu'est-ce qui est arrivé là? La crise financière de 2008, tout le monde pense financière. Très peu de gens se rendent compte que là, à ce moment-là, le baril de pétrole était à 148 $. Aujourd'hui, il est à peu près entre 80 et 90 $. Là, il était à 148. Et qu'est-ce que ça a eu comme effet? Puisque l'énergie est devenue plus chère, tout ce qui a besoin d'énergie, donc toutes les machines, ben, tout ça produit plus cher. Donc tous les prix commençaient à monter. Et quand il y a une inflation, qu'est-ce que fait la Banque centrale? Elle augmente le taux directeur pour l'argent que les banques cherchent à la Banque centrale. Donc, elle a augmenté les taux aussi rapides que le prix du pétrole, presque, ce qui a fait que ça a déclenché la crise financière. Donc, la crise financière, en réalité, c'est commencé par le prix du pétrole qui est devenu tellement élevé. Peut-être vous demandez pourquoi maintenant l'essence à la station coûte 2 € et à l'époque ça coûtait 1,50 €. C'est très simple. Là aussi c'est l'énergie qui joue. Aux États-Unis, la croissance économique était plus forte qu'en Europe, ce qui fait que le dollar monte et l'euro baisse. Et pourquoi l'économie marchait mieux?
aux États-Unis, c'est parce qu'ils avaient beaucoup d'énergie fossile, des gaz de schiste qui étaient pas chers. Il y a des entreprises de production chimique qui ont investi aux États-Unis plutôt qu'en Europe parce que l'énergie était pas chère. Voilà pourquoi donc le dollar est monté, l'euro est baissé, et voilà pourquoi maintenant, avec un baril à 80 ou 90 dollars, on paye 2 euros le litre d'essence. 82% de la richesse, de notre richesse, de l'humanité, dépendent de ces énergies fossiles. Toutes les autres énergies, le nucléaire et l'hydraulique et tous les autres, les renouvelables, ça fait que 18% sur l'ensemble des énergies qu'on consomme. Donc ça, il faut retenir aussi. Et on peut se poser la question, alors pourquoi les énergies fossiles augmentent sans cesse? Regardez un exemple pour Internet. Ça, c'est une projection pour la consommation d'énergie des data centers ou des centres de données jusqu'à 2030. Ça, c'est le scénario qui est attendu. Il y a un scénario qui est très optimiste, c'est celui-là, auquel moi, personnellement, je n'y crois pas, parce que ça suppose qu'on arrive toujours encore à miniaturiser les circuits électroniques et donc faire que l'électronique consomme moins d'énergie. À mon avis, là, on arrive vraiment à des limites, parce que, par exemple, les derniers circuits électroniques qui sortent ont des structures de 2 nanomètres. Et 2 nanomètres, c'est 8 atomes, une couche de 8 atomes. Vous pouvez plus aller beaucoup en dessous, sinon vous avez tous les effets quantiques qui font que l'électronique ne marche plus comme il faut. Donc, on arrive vraiment à la limite et donc, à mon avis, ça va plutôt augmenter comme ça. C'est une des raisons pourquoi les ingénieurs inventent toujours des nouvelles techniques et ça fait que l'énergie augmente. J'ai regardé si toutes les 14 milliards de recherches Internet qu'on fait avec des moteurs de recherche, si tout cela était fait par système comme le chat GPT-4, avec lequel vous pouvez faire une conversation, si on donnait toutes ces recherches par ce genre de système, on consommerait l'énergie de 2 EPR. Un EPR produit à peu près 8 TWh par an. J'ai regardé pour l'aviation. Il y a 2 associations d'aviation et d'aviation civile. Tous les 2 ont prévu un plan jusqu'à 2050. Et vous voyez comment ils supposent que le nombre de vols vont augmenter, ou les kilomètres parcourus en avion. Ça, c'est les pays riches, en bleu, et en rouge, c'est les pays en développement et tous les autres. Donc, rien que pour le kérosène, on suppose que ça va consommer à peu près l'équivalent de 8400 TWh, une telle augmentation. Après, ce qui est intéressant, ces 2 associations-là, ils ont proposé un plan pour la neutralité carbone. À ce plan pour la neutralité carbone, pour une des 2, ils ont dit que les moteurs vont devenir 2 fois plus efficaces. C'est-à-dire ils ont la même puissance avec 2 fois moins d'énergie. Et on a une fille qui travaille chez Airbus et qui connaît un petit peu les moteurs Rolls-Royce qu'ils mettent sur les avions chez Airbus. Rolls-Royce a dit c'est totalement fantaisiste. Jamais on arrivera à faire des moteurs 2 fois plus efficaces. L'autre association a dit on arrivera à neutralité carbone, on n'utilisera que des biocarburants. Et à ça, le ministre de l'Agriculture des États-Unis a répondu mais ça va pas. Ça consommerait pour vous tous les biocarburants que nous produisons. Jamais vous pourrez avoir ça tout pour les avions. Vous voyez, après, qu'est-ce qu'on voit dans les journaux? Le trafic va doubler et ils ont un plan pour la neutralité carbone. Et donc, je me sens libre de faire les vacances en Nouvelle-Zélande. C'est ça comme les gens réfléchissent. Donc, si on voudrait faire le kérosène d'une manière synthétique, parce que j'ai eu un débat avec un ingénieur sur cette question, j'ai regardé combien de kérosène on pourrait produire et combien d'électricité il faudrait pour faire du kérosène synthétique. C'est-à-dire, on prend le CO2 de quelque part, de l'atmosphère ou ailleurs, et on fait de l'hydrogène avec électrolyse, c'est-à-dire vous prenez l'eau, vous mettez 2 électrodes, et vous faites séparer l'oxygène de l'hydrogène, vous faites de l'hydrogène, vous remariez ça avec le carbone que vous sortez du CO2, et après un différent processus, vous pouvez après faire du kérosène synthétique. Sauf que ça nécessiterait 15 000 TWh d'électricité. Et la production d'électricité mondiale aujourd'hui, c'est 27 000. C'est-à-dire il faudrait plus que la moitié de toute l'électricité qui est produite rien que pour les avions.
On voit très bien que ça, c'est pas possible. Et après, j'ai encore regardé autre chose. Dans ces machines qui font du kérosène synthétique, il y a un catalyseur. Et dans ce catalyseur, il y a un métal qui est très résistant. C'est sûrement le métal le plus résistant qui existe. C'est le iridium. Et la production mondiale d'iridium, c'est de 3 tonnes par an. Pour une idée, la quantité d'or qu'on produit dans le monde, c'est presque 3000 tonnes. Donc, on fait 3000 tonnes d'or, on fait 3 tonnes d'iridium, et avec ça, on va pas faire des millions de catalyseurs pour produire du kérosène synthétique. Et pour l'instant, on n'a aucun autre métal qui sait remplacer l'iridium. Seulement pour vous donner quelques idées pourquoi, parfois ça m'énerve un petit peu quand je vois dans les journaux, on va doubler le trafic et on a un plan pour la neutralité carbone. Donc, on a regardé à plusieurs, on a fait des calculs pour regarder si on remplaçait toutes les énergies fossiles pour faire de l'énergie électrique, combien ça va coûter? Et déjà, combien d'électricité il faudrait? Donc, pour remplacer les 135 000 TWh d'énergie fossile, si on convertit tous les procédés industriels, il faudrait à peu près 100 000 TWh d'énergie électrique. Et d'ailleurs, le bureau de Bloomberg qui a sorti à peu près une année après nous le même chiffre. Ça semble assez évident. Et on est parti d'une hypothèse que la croissance du PIB soit 1,5%, pas parce qu'on y croit, mais parce que beaucoup d'économistes y croient. Comme ça, on arrive à ce chiffre. Et après, on a regardé combien ça coûte pour produire toute cette électricité d'une manière décarbonée. Vous arrivez à 264 000 milliards. Pour l'Union européenne, à peu près 60 000 ou 64 000 milliards. Et ça veut dire, pour avoir une idée de grandeur, l'ensemble de toutes les dettes de tous les États issues en obligations et toutes les obligations d'entreprise, ça fait 100 000 milliards. Vous commencez à voir que c'est quand même un chiffre très énorme. Donc, pour nous, c'est évident, on ne pourra jamais remplacer toute énergie fossile. On n'a pas les moyens, on n'a pas les métaux, tout ça ne va pas. Donc, il va falloir vivre avec 2 fois et demi ou 3 fois moins d'énergie. Ça, on pourrait financer. Si on fait un peu un effort, on a calculé dans l'Union européenne, il faudrait multiplier tous les investissements des privés, des entreprises et des États en énergie. Si on multiplie ça par 3, on peut remplacer à peu près un tiers des énergies fossiles. Donc, la seule croissance de la qualité est possible. On ne peut plus parler de croissance du volume. L'idée qu'on pourra toujours produire plus d'avions, plus de voitures, plus de frigos et tout ça, c'est tout simplement pas possible. Par contre, on peut avoir une croissance de la qualité si les voitures, au lieu de tenir 20 ans, elles tiennent 100 ans. Ça, c'est toujours possible. Le réseau de transport d'électricité a fait une projection pour faire que la France devienne à peu près neutre en carbone. Et voilà, c'était l'évolution qu'ils ont prévue. Ça, c'est converti en térawattheures. Les énergies fossiles là en gris, ça c'est l'énergie nucléaire, et ça c'est les nouvelles énergies qu'on devrait produire. Et ils ont dit, voilà, il faudrait qu'on baisse à peu près comme ça. Et ce qu'ils n'ont pas tenu compte, d'ailleurs, ni les Français, ni les Allemands, ni les Suisses, c'est qu'on a un bilan énergétique très négatif de notre bilan commercial. Les Français exportent des sacs à main de luxe pour 20 000 euros, admettons un sac, et après ils importent 20 tonnes d'acier aussi pour 20 000 euros. Ce qui fait qu'au niveau financier, c'est 2 fois 20 000 euros. Mais au niveau énergie, la quantité d'énergie qu'il vous faut pour faire 20 tonnes d'acier ou un sac en cuir de luxe, c'est pas du tout la même énergie. Donc, si on tient compte de tout le bilan énergétique qu'il y a dans le bilan commercial, il faudrait alors plutôt que les énergies commencent à baisser comme ça. Et ça, c'est quand même énorme. Ou alors, nous, on a investi beaucoup plus, on a investi pas seulement un petit peu comme ici, on a investi beaucoup plus, et on a investi au Bangladesh pour que le Bangladesh puisse continuer à fabriquer des habits pour un beau marché pour nous. Ça va aussi. Mais l'idée que toute cette partie-là en haut de notre bilan énergétique négatif puisse être produit par les pays plus pauvres que nous, pour nous, ça c'est une idée qu'on peut oublier. Donc soit on descend avec la consommation d'énergie comme ça, ou alors on a investi beaucoup, beaucoup plus, mais dans les pays qui actuellement livrent l'acier et tout plein d'autres choses, les télés, les PC et tout le reste. Donc,
après, j'ai regardé si on doit arriver là. Ça fait après 1100 TWh d'électricité. On divise ça par les 66 millions d'habitants pour avoir une idée combien chaque habitant peut avoir. Et après, on divise ça encore une fois par les 365 jours par an. Et vous divisez encore une fois par 24 heures par jour. Et vous arrivez à 2000 watts. C'est-à-dire, en moyenne, chaque Français peut consommer en permanence 24 heures sur 24, 2000 watts. Et là-dedans, tout est compris. Les maisons, la mobilité, la nourriture, les infrastructures de l'État et tout le reste. Je vous ai montré là ces 2000 watts parce que je trouve que c'est une coïncidence assez intéressante que RTE est arrivé au même chiffre que l'École polytechnique en Suisse. Ils ont aussi dit qu'il faudrait faire une société de 2000 watts. Et de toute façon, il faudrait qu'on devienne indépendant des énergies fossiles parce qu'on a bien vu avec la guerre en Ukraine combien c'est mauvais de dépendre des dictateurs. Donc il faut de toute façon essayer de se débarrasser de toutes ces énergies fossiles. Oui, vous dites 2000 watts, mais ça représente quoi? Et aujourd'hui, on est une société de combien de watts en France? Et aujourd'hui, en France, on est en société à peu près de 6000 ou 7000 watts, ça dépend comment vous calculez. Donc, il faut, et là-dedans, c'est aussi l'énergie qu'il faut pour faire des autoroutes. Tout est compris là-dedans. 2000 watts, c'est ce qu'on peut produire d'une manière décarbonée. Jusqu'à 2050, ça c'est faisable. Ça voudrait dire qu'il faudrait diviser la consommation d'énergie par 3. Oui, en France, c'est à peu près 6000 watts et je crois que les Suisses sont plutôt à 7000 watts parce qu'ils sont un peu plus riches, ils achètent plus de choses. Donc, c'est plutôt 7000 et les Américains sont plutôt à 12 000. Bon, les Américains ont peut-être plus de moyens pour produire. Après, les Américains peuvent peut-être faire une société de 3000 watts ou 4000, je ne sais pas, s'ils ont les moyens, s'ils s'y mettent. Mais peu importe, dans tous les cas, il faut vraiment, on n'a pas les moyens pour faire plus. Et je trouve c'est intéressant que ce chiffre de 2000 watts, ça va revenir un petit peu pour la reste de conférence. Donc, c'est intéressant que RTE arrive au même chiffre. Et donc, les 2000 watts, c'est aussi une justice énergétique, parce qu'en théorie, on pourrait dire que avec 9 milliards d'humains sur la Terre, si personne ne consomme plus que 2000 watts, ça va. On peut vivre. Donc, voilà ce qu'il faudrait. Mais actuellement, est-ce qu'on est sur cette voie vers les 2000 watts? J'ai trouvé dans The Economist, ils sont quand même assez inquiets quand ils voient l'évolution. Et voilà ce qu'ils disent. Avec la politique, là, vous voyez les milliards de tonnes de gaz carbonique qu'on émet dans l'atmosphère. Donc c'est un gaz. Hein. Pour avoir 1 milliard de tonnes de gaz, il faut beaucoup. Et là, c'est les années. Et si on voudrait un réchauffement climatique de 1,5 degré, il faudrait que les émissions baissent comme ça. Si tous les engagements que les États ont pris à la COP 21 à Paris en 2015, si tous les États respectent ces engagements-là, ça baisserait comme ça et on arrivera à peu près à un réchauffement climatique entre 2,2 et 2,5 degrés. Mais là, actuellement, ça c'est comme ça. Et là, on dépasse les 3 degrés. On ne sait pas de combien, à la limite 3 degrés, mais en tout cas, on est vraiment sur une très mauvaise voie. Et le problème, c'est aussi que tous ces gaz sont très durables dans l'air. Le CO2, ça se décompose pas. Si vous émettez du méthane maintenant, au bout de 20 ans, ça a déjà baissé pas mal, à peu près à 3/4, mais le CO2, c'est très stable. Même au bout de 100 ans, il reste toujours 45% de ce qu'on émet aujourd'hui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un ancien chef de la Banque mondiale a regardé toutes les publications que les économistes font, des publications scientifiques ou académiques, et il a vu que seulement 0,07% publications d'économistes en économie concernent le réchauffement climatique. On dirait que pour les économistes, le réchauffement climatique, ce n'est pas un sujet. On dirait que l'énergie n'est pas un sujet et le réchauffement climatique non plus. Et là, j'ai lu une étude qui a été publiée dans The Lancet et, entre autres, ils ont regardé quelles sont les conditions maximales dans lesquelles un être humain peut encore survivre. Et donc, s'il y a 34 degrés et une humidité de l'air de 90%, là, on est à la limite.
À la limite, vous pouvez encore être couché sans rien faire, mais vous pouvez plus faire un effort, ça, l'être humain ne supporte pas. Ou 40 degrés avec 50% d'humidité ou 56 degrés avec 20% d'humidité. Après, dans cette publication, ils ont regardé où est-ce qu'on va dépasser une de ces limites-là. Et tout ce qui est jaune, on va vraiment dépasser pendant plusieurs semaines, voire mois par an, ces limites. C'est-à-dire, on n'arrivera plus à vivre là. Parce que si on parle de réchauffement moyenne de 3 degrés, ça a une moyenne sur toute la planète. Et sur les mers, ça fait à peu près 2,5 degrés. Sur les terres immergées, ça fait 4,5 degrés. Et dans une ville qui n'est pas végétalisée, les grandes villes en Inde du Nord, en Pakistan, là, qui ont 20 millions d'habitants et qui ne sont pas végétalisées, mais là, c'est plutôt 7 degrés. Vous voyez, là, c'est vraiment le problème. Ça, on va avoir des millions de morts. Ici, dans toute cette zone jaune, habitent à peu près 1 milliard d'humains. Donc, on voit quand même qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose. Comment est-ce qu'on va appeler ça? Actuellement, on est sur cette politique-là. Hein. Il faudrait appeler ça comment? Moi, j'appelle ça provoquer des migrations massives ou peut-être même préparation d'un génocide. Je crois qu'il faut vraiment utiliser des mots forts parce que ça correspond à ça. À moins que 1 milliard d'Indiens vont déménager en Sibérie. Et j'ai relu l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. C'est un livre que j'ai lu une fois quand j'étais tout jeune et j'ai trouvé que c'était un truc tellement bizarre que je l'ai plus jamais lu. Ça fait 50 ans que je l'ai plus lu parce que je trouvais c'est incompréhensible. Après avoir vu cette étude du Lancet, j'ai dit, mais je vais quand même une fois de nouveau regarder. Et il y a plein de choses qui m'ont frappé là. Je ne sais encore pas comment est-ce que je dois comprendre. J'ai consulté des spécialistes pour qu'ils m'expliquent et pour l'instant, j'ai pas de réponse. Mais on voit dans l'Apocalypse qu'il y a des textes qui disent qu'il y a une grosse inflation sur le blé. Après, on voit que il y a 1/4 des animaux marins meurent. Mais ce qui est intéressant, et ça, si quelqu'un de vous est théologien, ça pourrait m'aider parce que moi je comprends pas. 1/3 des animaux marins qui ont une âme périt. Vous me faire réfléchir, hein, des animaux marins qui ont une âme, écrit en grec, pas en hébreu, hein, écrit en grec. C'est justement une question que ça m'intéresse. Mais en tout cas, la manière comme nous on traite les animaux, c'est pas comme s'ils avaient une âme. Ainsi, on voit l'élevage industriel. Après, on voit que les êtres humains ils souffrent de chaleur dans l'Apocalypse, de toutes sortes de chaleur, et ils meurent de chaleur. Et il y a après un constat de l'écrivain de l'Apocalypse qui dit « Et ne se repentissent pas des œuvres de leurs mains ». Les églises, on les entend parce qu'ils disent « Mais elles se repentissent pas de leur toutes sortes de perversions, je ne sais pas quoi ». Mais non, dans l'Apocalypse, la seule chose que j'ai vue, ils ne se repentissent pas des œuvres de leurs mains. Ça a aussi jour de bien savoir ce que ça veut dire. Est-ce que c'est notre façon de travailler? Bon, s'il y en a parmi vous des théologiens qui peuvent m'aider, ce sera pas mal. Donc, les assurances. Il y a aussi un problème avec les assurances. Quand il y avait la tempête tropicale au Texas, pratiquement d'une semaine à l'autre, il y a 220 000 maisons qui ont été déclarées en zone inondable, qui avant ne l'étaient pas, et après la tempête, ils sont devenus. Qu'est-ce qui fait? Mais si personne ne veut acheter une maison dans une zone inondable. Donc, le prix des maisons baisse, le prix d'assurance, ça monte, et ça, c'est un coût énorme dû aux tempêtes qui deviennent de plus en plus graves. En Californie, il y a pour 2000 milliards de biens immobiliers qui ont perdu leur valeur à cause des feux de forêt. En France, il y a 10 millions de maisons dans des zones à risque de fissures. Si vous avez une fondation qui n'est pas très profonde sur un terrain argileux, si vous avez beaucoup de sécheresse, ça peut casser votre fondation. Et pour réparer une fondation, ça coûte en moyenne 100 000 euros. Vous voyez, 10 millions fois 100 000 euros, ça fait la petite bagatelle rien que pour faire les fondations de 1000 milliards. Donc, ça c'est un petit risque. J'ai parlé avec une ingénieure qui est spécialiste pour les autoroutes
Ils ont le même problème sur les autoroutes. Il y a des endroits des autoroutes qui doivent réparer tout le temps parce que quand il y a une sécheresse, les autoroutes ne tiennent pas. C'est la même chose pour les réseaux d'adduction d'eau. Oui. Jusqu'à présent, on avait des soucis en hiver au moment du dégel. Aujourd'hui, on a beaucoup d'interventions en été au moment du retrait des argiles. Oui, tout à fait. Donc, Et ça coûte relativement cher aussi. oui. Donc tous ces coûts, j'ai regardé que les coûts pour les fondations parce que là j'ai trouvé les chiffres. Et avec un réchauffement climatique au-delà des 2,5 degrés, la réassurance devient plus possible. Donc vous savez, quand vous avez une assurance pour votre maison, votre assurance en général fait elle-même, encore une fois, s'assure auprès d'une grosse compagnie d'assurance qu'on appelle une réassurance. Et ceux-là, ils disent, mais avec 2,5 degrés, il y a plein de réassurances qui deviennent plus possibles. Et donc, on va regarder un petit peu les limites de la croissance verte, parce que les gens disent, mais on a une croissance verte, on va résoudre tous les problèmes. Actuellement, disons, si on veut vraiment électrifier l'économie pour remplacer les énergies fossiles, il faut entre 40 et 50 millions de tonnes de cuivre. Et l'Agence internationale de l'énergie a regardé les mines opérationnelles en cuivre, ils produisent en millions de tonnes, c'est comme ça. Et les mines en construction, c'est ça. Et si on veut vraiment électrifier toute l'économie, la demande va être ça, et ça, c'est l'offre. Vous voyez qu'on va avoir un problème. En 2030 déjà. Donc, il va falloir d'urgence ouvrir des mines, mais les mines qu'on trouve, ils ont de moins en moins de teneur de cuivre. La même chose pour le carbonate de lithium. Là, vous voyez aussi la production actuelle est en construction avec les mines et la demande et le cobalt. Donc, moi, je ne crois pas qu'on va pouvoir avoir une croissance verte où on fait tout comme jusqu'à présent, tout simplement en le faire en vert. Ça, c'est pas possible. Parce qu'il manquera à peu près 15% de cuivre et 40% en moyenne des autres matériaux, rien que pour les batteries des voitures. Et The Economist récemment écrit un article parce que eux aussi ils ont réfléchi à la question. Ils ont dit il faudrait vraiment trouver des moyens pour changer ce que veulent les gens, les clients. Parce que si tout le monde veut avoir une grosse Tesla avec une batterie de 100 kWh de charge, on n'en reverra pas. Mais les journalistes ne savent pas répondre à cette question. Comment faire pour que les gens aient envie d'avoir autre chose? Et un autre problème pour fabriquer tous ces métaux, j'ai regardé un peu les processus pour fabriquer ces métaux, et pour beaucoup de processus, on a besoin de solvants. Et le solvant le plus fréquemment utilisé, c'est le soufre, ou l'acide sulfurique qui est fabriqué à partir du soufre. Et le recyclage des batteries aussi a besoin de ces solvants, qui sont souvent l'acide sulfurique. Donc, il y a quelqu'un qui a regardé comment va augmenter avec cette révolution verte, comment la demande va augmenter en solvant. Et là, vous voyez comment ça va augmenter, différents scénarios, et ça augmente comme ça. Sauf que le jour où nous, on n'a plus de raffinerie, pour l'instant, c'est les raffineries qui nous produisent 250 millions de tonnes de soufre, qui nous permettent de faire ces solvants. Mais si on a moins de raffineries, l'offre va être ça, en soufre. Vous voyez, il va nous manquer quelques millions de tonnes, rien que pour produire les métaux. Partout où je regarde, ça coince. Donc, évidemment, la croûte terrestre, il y a du soufre. On pourrait sortir ce soufre-là. C'est un procédé qui est énergivore et très polluant. Il y a des solutions. Mais, en tout cas, ce sera plus gratuit. Actuellement, le soufre qui sort des raffineries, c'est pratiquement gratuit. Si on doit le sortir du sol, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, on va avoir une inflation de tous ces métaux. Ça, c'est presque inévitable. Donc, on manquera à peu près 300 millions de tonnes en 2040. Donc, l'économie circulaire, puisqu'elle a aussi besoin de ces solvants pour sortir les métaux des batteries et tout ça, même l'économie circulaire a ses limites. D'autres choses, j'ai regardé un peu tout ce qui sort des raffineries. Alors, dans les raffineries, vous savez, ce qui sort, c'est un produit liant qui sert pour faire l'enrobé des routes. Pour le réseau routier français de 1,1 million de kilomètres, on a besoin de 2,5 millions de tonnes tous les ans de liant pour entretenir et faire nos routes. Mais où est-ce que ces produits liants vont venir quand on n'aura plus de raffinerie?
Alors, j'ai regardé, Eiffage, la société, a trouvé un moyen pour récupérer le lignin, qui est un déchet de l'industrie papier, qui actuellement tout simplement est brûlé pour faire l'énergie pour l'industrie papier. On pourrait mettre ce lignin dans des raffineries pour produire des huiles qu'on pourrait utiliser. Donc techniquement, ça marche. Ils ont même déjà fait quelques kilomètres de route comme ça marche. Le seul problème, c'est que on pourrait avoir au maximum un demi-million de tonnes de produits liants. Et ce qu'il nous faudrait, c'est 2,5 millions de tonnes. On va quand même pas produire 5 fois plus de papier, hein, pour autant. Et l'industrie pétrochimique en France a besoin de 8 millions de tonnes de produits qui sortent des raffineries pour faire des engrais ou des plastiques ou des solvants. L'aviation a besoin de 2 millions de tonnes et les navires ont besoin de partout. Où est-ce qu'on va chercher tout ça? Voilà, j'espère que vous n'avez encore pas une dépression jusque-là. Il y a des solutions parce qu'on a quand même vu que si on divise la consommation d'énergie par 3, ça c'est faisable, même pour un très grand nombre de personnes. Alors la question c'est, comment est-ce que je peux vivre? C'est la question qui s'impose. Hein. Quel genre de vie je peux avoir avec ces 2000 watts? Alors, il y a 4 leviers d'action. D'abord, il faut avoir des gains d'efficacité énergétique. Par exemple, si vous isolez bien votre maison, vous avez toujours le même volume d'habitat, mais votre frais de chauffage vont baisser beaucoup. Et donc, vous avez la même qualité de vie avec moins d'énergie, ce qu'on appelle, vous avez augmenté l'efficacité énergétique. Pour la mobilité, si vous avez une petite voiture électrique, avec une batterie non pas de 100 kWh de charge, mais peut-être 25, et vous chargez cette voiture avec vos panneaux solaires que vous avez sur le toit, vous gagnez en efficacité énergétique d'un facteur 4. C'est énorme. Pour l'alimentation, si vous mangez beaucoup moins de viande, surtout de viande rouge, vous pouvez avoir aussi un effet assez important. Ça, c'est efficacité énergétique. Après, il faut faire une utilisation optimale des objets, des machines et des infrastructures. Par exemple, il faut partager ce dont on ne se sert pas régulièrement. Dans un lotissement, tout le monde a son atelier de bricolage, tout le monde a sa tondeuse, tout le monde a je ne sais pas combien de machines à coudre. À la limite, si l'un avait un atelier de couture, l'autre un atelier de bricolage et le troisième des tondeuses, et on se partage, vous faites une économie d'énergie et vous faites une économie d'argent. Donc, tout ce dont on ne se sert pas régulièrement, il faut le partager. Et pour ça, évidemment, on a besoin de création, de relations de confiance. Et aussi, évidemment, il faudrait, pour qu'on y arrive, à faire une éducation de nos enfants, aux petits-enfants, à moins d'individualisme narcissique. Je vais y revenir à ça. Le troisième volet d'action, c'est il faut une croissance de la qualité, comme j'ai déjà dit. Parce que si la petite voiture électrique, elle tenait 100 ans, dans ce cas, évidemment, vous feriez une économie d'énergie, vous fabriquez beaucoup moins de voitures et l'usine consomme beaucoup moins d'énergie. Donc, il faut vraiment que la qualité doit prolonger la durée de vie de tous les objets. Mon PC là, c'est le dernier que j'ai, le plus récent. Je crois qu'il doit avoir à peu près 12 ans. Il marche impeccable. Pourquoi j'ai acheté un nouveau? J'ai un PC Linux à la maison, il doit être pas loin de, je ne sais pas, 15, 17 ans, quelque chose comme ça, que j'ai récupéré d'une université, qu'il a voulu jeter. J'ai mis un Linux dessus, c'est impeccable. J'ai fait tous mes montages vidéo là-dessus. On peut déjà maintenant garder les choses plus longtemps. Après, évidemment, il faut donc acheter moins, mais de meilleure qualité, et se libérer des vanités, des modes et des publicités. Je vais revenir, et créer son identité autrement que par la consommation ostentatoire. L'autre jour, quand j'ai fait une conférence en Suisse, quand quelqu'un a vu mon vieux PC, il m'a regardé comme, tu as un truc comme ça? Et après, il a écouté la conférence, il m'a plus posé la question après. Et le quatrième paramètre, c'est tout simplement qu'on vit avec moins. On appelle ça la sobriété. Au lieu de prendre la voiture, je prends le vélo. Ça, c'est la sobriété. Au lieu d'avoir un appartement de 200 mètres carrés, j'ai un appartement de 100 mètres carrés. Ça s'appelle la sobriété. Et donc, soit on le choisit,
soit on va la subir parce qu'il y aura tellement d'inflation à venir dans les prochaines 20 années que les salaires vont pas suivre et les gens vont subir la pauvreté. Donc, soit on choisit la sobriété volontairement et on est content parce qu'on fait quelque chose pour l'environnement, ou on a subi. Alors voilà un peu quelque chose sur la mobilité électrique. Il y a quand même aussi un petit truc, et là je dis ça surtout parce que les publicités sur les voitures électriques, ça m'énerve beaucoup. D'après un institut de Suède, pour fabriquer une batterie de 1 kWh de stockage, ça émet à peu près 61 kg de CO2 si vous faites cette batterie en Suède, ou 146 kg si la batterie est fabriquée en Chine. Une batterie de Tesla ou BMW, là, ça fait 100 kWh. Et si on regarde qu'en moyenne, un moteur à essence émet 100 grammes par kilomètre, et si on regarde le mix énergétique de l'Union européenne, il faut que cette voiture fasse au moins 100 km avant qu'elle a moins émis de CO2 qu'une voiture à essence. Et si cette voiture, cette Tesla ou BMW, roule en Allemagne, et si la batterie est fabriquée en Chine, il faut qu'elle fasse 400 000 km avant qu'elle ait émis moins qu'une voiture à essence. Donc, on arrête de me dire qu'on fait des voitures zéro émission. Donc, peut-être qu'après 400 000 km, la batterie vaut plus grand-chose. On va y arriver. Parce que maintenant, les batteries commencent à vraiment être très, très bons parce qu'elles commencent à faire 6000 cycles de décharge. Si avec chaque cycle, vous faites 200 km, ça fait, comme une Zoé, 1,2 million de kilomètres. Ça commence à être intéressant, hein? Mais il y a des recherches en cours. On peut espérer qu'on arrivera à 10 000 cycles de charge-décharge bientôt. Ça veut dire 2 millions de kilomètres. Donc, si vous chargez une petite voiture électrique sous un toit comme ça ou sous un toit comme ça, vous pouvez encore le donner après à vos arrière-petits-enfants. Ça, vous voyez, il y a quand même, on peut faire quelque chose. Peut-être le reste de la voiture ne tiendra pas quand même 200 ans, mais vous voyez l'idée de ce que je veux dire par qualité de croissance. On peut faire des choses. Et surtout, il faut charger la voiture chez soi le jour. Parce que si l'électricité qu'on produit tous maintenant, entre 11h et 3h de l'après-midi, et la voiture, on veut la charger la nuit, mais cette électricité va d'abord envoyer dans les Alpes. Là, on va devoir pomper l'eau derrière un barrage. Et la nuit, on va faire redescendre et vous perdez la moitié pratiquement de toute la capacité à énergie. Vous perdez la moitié. Donc, il faut mieux faire un panneau solaire sur le toit et charger la voiture chez soi. Et donc, là, vous avez vraiment des gains d'efficacité énergétique très importants. Après, j'ai regardé comment vivre bien avec 2000 watts. Et là, j'ai visité des quartiers qu'on appelle éco-quartiers 2000 watts en Suisse. Et eux, ils ont vraiment mis en pratique tous les 4 volets. Là, ils ont des voitures, des Zoé électriques qu'ils partagent. Donc, une voiture qui peut faire plus d'1 million de kilomètres, si elle roule assez souvent, c'est pas grave. Et donc, vous le partagez. Ils ont des habitations qui sont relativement petites, mais après, un petit peu comme vous faites ici, ils partagent tout plein de pièces ou de salles de fête ou de chambres d'amis ou des ateliers de bricolage. Tout ça, c'est partagé. Ce qui fait que vous pouvez avoir moins de mètres carrés d'habitation et donc ça consomme moins d'énergie grise parce que pour chaque mètre d'habitation, il faut produire un certain volume de béton et d'acier et de tuyaux de cuivre et tout le reste. Donc, si vous arrivez à vivre avec moi, les appartements à la taille qui est très bien pour la vie de tous les jours. Et quand vous recevez vos amis, vos enfants, mais vous avez des chambres d'amis que vous pouvez louer pour très très peu cher. Ils ont des salles de fête. Qui d'entre vous, chez dans sa maison, a une pièce spéciale pour son enfant qui apprend à jouer la trompette? Mais personne ne peut se permettre ça. On peut pas avoir une pièce avec des machines de couture professionnelles, plus un atelier de bricolage équipé pour faire tout ce qu'on veut comme un menuisier, plus une pièce insonorisée pour que les enfants puissent jouer la batterie, apprendre la batterie et la trompette. On peut pas. Mais si vous mettez ensemble, vous pouvez. Donc, il faut aussi qu'il y a les écoles qui sont tout près, les entreprises, elles essaient d'avoir des maximums d'entreprises en bas
pour qu'on puisse réduire la mobilité journalière. Donc, on partage autant que possible. Ils ont même un sauna là sur le toit et ils ont des groupes du travail pour vraiment voir qu'est-ce qu'on peut encore faire. Et ils sont pas étroits bornés. Quand je l'ai visité le quartier là récemment, ils ont dit qu'il y avait plusieurs papis qui voulaient une pièce pour faire un train électrique en modèle réduit. Bon, donc ils ont créé un groupe de travail pour faire pour tout le quartier un super train électrique que tous les garçons pourraient venir rêver. Et pour les enfants peuvent même aller pour aider les papis à faire monter tout ça. Vous voyez, c'est pas un truc d'étroit où la vie devient impossible. D'ailleurs, qui d'entre vous a un sauna sur le toit avec une belle vue sur toute la ville? Voilà, eux ils l'ont. Mais ils sont 1500 habitants, hein, avec un sauna. Donc il faut apprendre à vivre ensemble. Voilà un peu le résultat. Et là, vous voyez, le Suisse, il est à peu près à 7000 watts ou 7 kilowatts de consommation d'énergie moyenne permanente. Ça, c'est pour les bâtiments, pour l'électricité de l'habitation, la mobilité, l'alimentation et toutes les énergies grises. Pour les infrastructures, pour l'État, pour tout ce qu'on achète. Et dans le quartier, c'est à peu près à 3700. Mais sur les 3700, il y a, là dans les énergies grises, il y a à peu près 1300 d'énergies grises qui viennent rien que de la ville de Zurich, qui a une infrastructure super, qui rend toutes les autres villes un peu jaloux, mais ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, si on ne tient pas compte de l'énergie de l'État et de la ville, l'énergie grise, ils sont presque atteints en but. Donc, on pourrait regarder comment eux ils vivent. Il y a encore quelques habitants qui devraient peut-être mieux prendre l'avion pour aller en vacances parce qu'il n'y a pas vraiment de contraintes pour ça. Pour le reste, avec leur mode de vie, ils ont pratiquement atteint le but. Donc ça, c'est l'énergie grise de l'État. Hein. Ça fait entre 1000 et 1300 watts là, en Zurich. Ils font aussi des expérimentations. Ils ont quelques habitations où ils partagent encore plus. Et ça, c'est une expérience pour regarder qu'est-ce que ça va donner à la longue. Hein. Ils n'ont pas beaucoup d'appartements comme ça, mais ils ont un appartement où 4 foyers partagent une grande salle de séjour avec cuisine. Et dans les coins, chacun a son studio, un T1 ou un T2. Et ils font la cuisine, habituellement, ils font la cuisine une fois par jour ensemble. Et j'ai visité un studio comme ça, un appartement comme ça. Donc, ils se sont arrangés qu'ils font la cuisine une fois par semaine. Pour tous. Donc ça c'est expérimental, hein. C'est pas quelque chose qu'ils font pour tout le monde. La plupart des gens, ils ont leur appartement, puisque c'est aussi accompagné par l'École Polytechnique de Zurich. Ils veulent voir qu'est-ce que ça va donner à la longue, comment est-ce que les enfants vont évoluer, comment est-ce que les couples vont évoluer, tout ça. Peter, c'est moi. Tu peux revenir à la dia précédente? J'ai une question. Tu peux commenter la phrase qui dit l'alimentation possède le plus grand potentiel d'économie? Ah oui, je ne vais pas expliquer ça. Mais vous voyez là, l'alimentation en Suisse, dans le quartier, c'est presque la même chose. Ils sont un peu plus végétariens dans le quartier, ils sont plus sensibles à manger des légumes de saison, ce qui fait un petit peu moins. Mais le potentiel là est encore très important. Parce que si vous prenez, par exemple, la viande rouge, pour faire 100 grammes de viande rouge, et avoir une nutrition, l'équivalent en végétarien, vous divisez l'énergie nécessaire par un facteur 20. Donc là, il y a encore un potentiel énorme. Donc, je pense, ici, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que les gens peuvent rentrer dans un quartier comme ça, même si vous n'êtes pas végétarien. Si vous voulez manger tous les jours un grand steak, vous pouvez quand même avoir un logement là-bas. Parce que leur but, c'est aussi avoir le même type de population dans leur quartier qu'il y a dans la ville de Zurich, pour montrer au reste de la société que regardez, nous on est aussi divers que vous, il y a autant d'étrangers que chez vous, il y a autant d'enfants ou de vieux, de jeunes et tout, et regardez, ça marche chez nous, donc ça peut marcher chez vous. C'est ça le but. Hein. Donc, ils ne trient pas du tout les gens comme ça, et même actuellement dans ce quartier-là, ils ont une liste d'attente de 200 familles qui voudraient bien y habiter. Donc là, pour la nourriture, si on devient plus
végétarien ou réduit considérablement la viande, surtout la viande rouge, et il a encore un grand potentiel pour faire des économies d'énergie. Donc aussi, on va dans ces logements-là, il y a souvent aussi des personnes seules, et donc qui sont moins seules, tout simplement. Et s'il y a un jeune couple qui est là avec un enfant ou deux, et il y a une personne seule, mais si le jeune couple cherche quelqu'un, une nounou ou quelque chose, mais la personne seule qui peut faire la nounou. Ça a certains avantages, et les gens que j'ai rencontrés là, ils sont vraiment contents de vivre ici. Et en Suède, on voit que 50% des logements sont habités par une seule personne. Donc, il faut pour chaque personne une machine à laver, une lave-vaisselle, une cuisinière, tout. C'est pas vraiment l'idéal pour aller vers la société post-pétrole si on veut être individualiste au point que on veut tous vivre chacun dans son appart ou dans sa maison. Ah, pardon, oui. Juste pour dire que Janko, je crois que c'est lui qui cite le fait qu'il n'y a pas de crise du logement, en fait. Il n'y a que des divorces trop nombreux. Ça rejoint la remarque. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a tellement d'énergie, tellement de richesse qu'on peut produire que les gens ne sont plus obligés d'apprendre à vivre ensemble. Il ne faut pas une personne plus les enfants, mais il faut 2 fois une personne plus chaque fois les enfants. Donc ça double tout le dispositif, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a un problème du vivre ensemble et ça, on ne peut le permettre uniquement parce qu'on a beaucoup d'énergie bon marché. Quand on n'aura plus l'énergie bon marché, on va devoir nous apprendre à vivre ensemble. Ou sinon, on va vraiment être dans la misère. J'ai visité une coopérative d'habitants à Toulouse qui s'appelle Abricop. Ils ont un site internet qui est très bien fait, mais ils ont mis en pratique pratiquement tout ce que font les gens dans le quartier 2020 en Suisse alors qu'ils n'ont jamais entendu parler. Ils ont seulement essayé de réfléchir un petit peu comme vous là, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre avec moi. Et donc, si on a une structure de coopérative d'habitants ou de cohabitants, c'est un cadre qui facilite le partage. En principe, tout ce que font les quartiers 2020, ou presque tout, vous pourriez faire dans n'importe quel lotissement, si les gens s'entendent. En théorie. En théorie, hein. Mais si vous avez une structure, évidemment, ça simplifie beaucoup, beaucoup les choses. Regardez là ce que j'ai trouvé. Le familistère de Guise, construit en 1860. Il avait un monsieur, celui qui a inventé les fours Gaudin, qui a gagné de l'argent, son usine a bien marché, et il a vu que tous les autres copains industriels, ils ont fait des petites maisons pour leurs ouvriers partout, et il a vu que ces ouvriers sont quand même, leur vie est difficile parce qu'il n'y avait pas de voiture, il n'y avait peut-être même pas de vélo, ils devaient chercher l'eau au puits, et c'était vraiment compliqué pour ces ouvriers. Et lui, il a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que les ouvriers puissent mieux vivre? Il a réfléchi, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une structure comme ça. Là, il y a des appartements partout, et parce que c'est dans le nord de la France, où il pleut souvent, il a fait un toit au-dessus, entre les deux bâtiments, pour que les enfants puissent jouer tranquillement ici. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Des choses communes. À l'époque, il n'y avait encore pas l'école obligatoire. Lui, il a tout de suite fait une crèche, une école maternelle et une école, parce qu'il voulait des ouvriers qui soient un peu instruits. Il a fait un magasin pour l'alimentation, pour que les ouvriers n'ont plus besoin d'aller tellement loin, marcher pour chercher l'alimentation. Il a dit, on ne pourrait pas se payer les ouvriers avec leur salaire, ils ne pouvaient pas se payer une troupe de théâtre, mais on peut faire nous-mêmes un petit théâtre et nos enfants vont apprendre à jouer du théâtre, comme ça, ils pourront eux-mêmes jouer. Donc c'est vraiment, ils sont tout mis en pratique, même encore plus poussé que les quartiers 2020 que j'ai visités, et après, les ouvriers ont vraiment une très bonne qualité de vie. Là, vous voyez, de l'extérieur, c'est comme ça, c'était grand, hein. Il y avait 1700 ouvriers et techniciens qui ont habité là ensemble. Ils avaient un médecin aussi, une infirmière, et tout ça, c'était autogéré, un petit peu comme une coopérative. Et ça a fonctionné jusqu'en 1965. Beaucoup moins. C'est pourquoi je vous ai dit au début sur la courbe. Vous voyez, en 1860, l'énergie commençait à être basse. Son but, c'était, il faut qu'on trouve un moyen pour que les ouvriers puissent avoir la même qualité de vie que les bourgeois dans les villes.
Qui est cet homme et c'est où? C'est un peu au nord de Compiègne, à Guise. Et celui qui a eu l'idée, c'est un monsieur Gaudin, qui est à l'origine des Fours Gaudin. Et si vous allez sur le site internet de la Bibliothèque de France, vous pouvez télécharger son livre gratuitement en format PDF. C'est vraiment très intéressant. Et un truc que je voudrais encore vous dire, ils ont même réfléchi sur le vivre ensemble. Parce que quand vous avez 1700 ouvriers dans une structure comme ça, pour la police, c'était impensable que ça puisse aller en paix. C'était tellement contraire à toute l'imagination de la société de l'époque. Donc, il est arrivé au début que la policier est rentré là-dedans et commençait à taper sur les ouvriers un petit peu comme ça au hasard. Parce que de toute façon, ils sont tous coupables. Et de toute façon, ils sont tous des ivrognes qui volent et qui cassent. Alors, M. Gaudin est venu pour lui dire, qu'est-ce que vous faites là? Et il a dit, chez nous, on n'a plus besoin de police. Allez-vous-en et ne revenez plus jamais. Parce que chez nous, on pratique la discussion, le pardon et l'oubli. Oui, c'est les trois choses qu'il a dit. Vous trouvez ça dans son livre. La discussion, le pardon et l'oubli. En tout cas, ceux d'entre vous qui sont chrétiens, ça devrait faire un rappel. Hein? Et donc, lui a essayé, après, M. Gaudin a essayé de faire que ses copains industriels fassent aussi quelque chose, parce que quand même ses ouvriers étaient en meilleure forme, étaient moins souvent malades et tout, mais les autres, ils trouvaient que c'était tellement révolutionnaire, hein, il a eu plein de problèmes partout, avec l'administration et avec les autres, mais ça a quand même fonctionné pendant un siècle. Donc, ouais, ils ont une bibliothèque, ils ont des commerces, chauffage central en 1860. Il faut le faire, hein. Mais vous pouvez vous le payer avec très peu d'énergie si vous vous mettez ensemble. Donc, vous résumez, les techniques pour bien vivre sont disponibles à un coût raisonnable. Les équipements partagés réduisent l'énergie grise et protègent les foyers aux faibles revenus contre les imprévus. Et c'est une décroissance de la quantité avec une croissance de la qualité qui est accessible à tous. La mixité sociale réduit les problèmes scolaires et améliore la cohésion de la société démocratique. Et le quartier devient le premier niveau de la protection sociale. Diviser l'énergie par 2,5 produira moins de tout, y compris moins de services et bureaucratie de l'État. J'ai posé la question parce que j'ai rencontré plusieurs responsables de ces quartiers 2020 qui ont la même mixité sociale, 40% d'immigrés comme le reste de la ville de Zurich. Et j'ai demandé, est-ce que vous connaissez des enfants d'immigrés qui ont des problèmes à l'école? Et en Suisse, c'est quand même pas facile, parce qu'à l'école, vous apprenez l'allemand littéraire, dehors, vous parlez pas l'allemand littéraire, vous parlez un patois, que les Allemands ne comprennent pas. C'est compliqué pour s'intégrer. Et tous les deux responsables du quartier m'ont dit, oh, peut-être il y a des cas de problèmes ou d'échecs scolaires, mais nous, on n'en connaît pas un seul. Et pourquoi? Si tout le monde se connaît, et si l'enfant de votre voisin a un problème à l'école, mais vous faites faire des devoirs chez moi. C'est pourquoi j'ai dit, le quartier devient le premier niveau de la protection sociale. Donc, la question, est-ce qu'une philosophie matérialiste peut réduire le style de vie matérialiste? Ça, c'est, à mon avis, quand même une question qui est trop peu souvent discutée. Alors, vous avez compris jusque-là que la fraternité n'est pas une niaiserie dépassée, mais une condition pour bien vivre avec 2 à 3 formes d'énergie. Il faut donc apprendre à vivre en même temps des quartiers qui partagent objets et infrastructures. Le shopping et la consommation ostentatoire ne peuvent plus être la source première du sentiment que nos vies ont un sens. Mais où trouver du sens? C'est difficile dans le hasard, parce que le hasard, il va dans tous les sens. Et Michel Foucault et Jacques Derrida et d'autres ont déconstruit tout ce qui donne du sens sans rien reconstruire derrière. Chez ceux qui ont les moyens, la consommation remplit le vide et les autres sont frustrés. On a déconstruit tout, on n'a plus de sens nulle part, alors c'est donné à vide et seule la consommation a rempli ce vide. Et donc, on va regarder, là-dessus je pourrais vous montrer plein de choses, mais on n'a pas le temps, on va regarder un artiste, ou deux. Vous savez ce que c'est? C'est un tableau
d'art qui se trouve dans un musée à Houston, qui s'appelle Monochrome blanc. Il a exprimé le vide. Et là, c'est dans un autre musée, il a plusieurs monochromes, bleu, violet. Ils ont exprimé le vide comme ça, les artistes. Ils ont vu que oui, notre société, il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de but, tout est, du point de vue humain, c'est vide. Ils l'ont exprimé comme ça. On a aussi une fausse notion de la liberté, de l'individualisme narcissique, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent « je suis libre si je fais avant tout ce dont j'ai envie ». J'ai déjà entendu des enfants qui avaient 6-7 ans qui ont dit « je vis ma vie ». Comme s'ils pouvaient être autonomes et faire tout ce qu'ils voulaient tout seuls. Je vis ma vie. Ou alors, je suis libre, et donc ça te donne des pubs comme ça. J'ai vu cette pub, vivre la liberté augmentée, c'est rouler avec une grosse voiture dans un paysage sauvage. En plus, celle-là devait être électrique avec, soi-disant, 0 émission, hein, ce que vous avez déjà vu. Donc c'est faux sur les émissions et c'est faux sur la liberté, parce que une voiture pareille, ça vous lie, parce que ça coûte tellement d'argent que les gens font des crédits et là vous êtes liés. C'est pas du tout libre. Et en plus, l'impact environnemental est énorme. Et un PDG d'une grande chaîne de télévision, il dit, pour ses publicités, nous avons des minutes de cerveau disponibles à vendre. Donc, les mêmes qui font la publicité pour dire vivre la liberté augmentée, c'est les mêmes qui disent, nous avons des minutes de cerveau disponibles à vendre. Alors, on n'est pas à une contradiction près au sujet de la liberté. Donc, nos envies sont déterminées par les publicitaires. Vendre l'obéissance aux envies comme liberté est la plus grande tromperie de notre civilisation industrielle et est désastreuse pour la planète. Ça, c'est une phrase, à mon avis, à retenir. Vendre nos envies comme l'obéissance à nos envies comme une liberté, c'est vraiment la plus grande tromperie. La croissance économique a besoin de gens malheureux et insatisfaits. C'est sûr. Si vous êtes heureux et satisfait, vous achetez plus des voitures comme ça. Il y a un problème d'insaisissabilité. L'Agence internationale de l'énergie a déjà constaté que les industriels ils font toujours des progrès pour faire augmenter l'efficacité énergétique. Pour les usines, pour les voitures, les moteurs sont un peu mieux. Et ça, en moyenne, ça fait 1,5% d'augmentation d'efficacité énergétique par an. Mais ils constatent aussi que si Rolls-Royce fait des moteurs d'avion plus efficaces, le prix des billets d'avion baisse et les gens volent plus loin. Donc, ils ont constaté tous ces écarts d'efficacité énergétique sont annulés par le changement des comportements des humains. Et ça s'arrête où? David Rockefeller, un journaliste, lui, une fois posé la question, c'était l'homme le plus riche du monde encore aujourd'hui, hein, si vous le transformez sa richesse de 1905 en dollars constants, il sera quelque part aux alentours de 350 milliards de dollars constants d'aujourd'hui. Donc, le journaliste lui a posé la question, mais combien d'argent est-ce qu'il vous faut pour être heureux? Et voici sa réponse. Si même à 350 milliards, c'est toujours un peu plus, c'est quand même désespérant. Hein. Jacques Ellul a bien résumé ça dans le livre Éthique de la liberté. Que l'homme est un corps et soit par là limité dans l'espace, conditionné à certaines fonctions, par exemple obligé de manger, cela est de la finitude. Que l'homme soit placé dans une nature pour y travailler, cela relève aussi de sa condition d'être créé. Mais que le corps devienne passion et la nourriture souci dévorant, que l'appétit des biens matériels soit insatiable et que l'homme appelle cela le bonheur, alors il y a possession de l'homme par son corps et par ce qui peut le satisfaire. Et ce qui était une simple marque de la finitude légitime de la créature devient esclavage, résultat de la séparation d'avec Dieu. Je pense que c'est très bien résumé parce qu'on n'arrive pas tous à 350 milliards. C'est vraiment un problème. Je pense qu'il faut qu'on retrouve un autre moyen pour être satisfait que le matérialisme. Et ça,
pour Jacques Ellul. On l'a trouvé si on retrouve la paix avec son créateur. Yuval Hariri a écrit une brève histoire de l'humanité. Et là, il dit, selon la science de la biologie, les gens n'ont pas été créés. Ils ont évolué. Et ils n'ont certainement pas évolué pour être égaux. L'idée d'égalité est inextricablement liée à l'idée de création. Les Américains ont eu l'idée de l'égalité du christianisme qui soutient que chaque personne a une âme divinement créée et que toutes les âmes sont égales devant Dieu. Cependant, si nous ne croyons pas au mythe chrétien sur Dieu, la création et les âmes, qu'est-ce que cela signifie que tous les hommes soient égaux? L'évolution est basée sur la différence, pas sur l'égalité. Mais dans une philosophie purement matérialiste, on ne peut pas dire qu'il a tort. Si on ne croit qu'à l'évolution, en tout cas l'évolution fonctionne par la différence et ça ne produit pas de l'égalité. Et ça peut sûrement plaire aux plus riches, aux plus puissants, qui n'ont pas envie de partager et qui cherchent une philosophie pour continuer à vivre comme ils le font. Donc cette vision des humains n'est pas compatible avec les besoins de diversité et dons recherchés par les habitants d'un quartier. Tous les dons sont nécessaires. Là aussi, une petite anecdote. Dans ces quartiers que j'ai visités, au début, quand ils ont commencé à utiliser les buanderies partagées, il commençait à avoir un problème entre certains qui ont l'esprit très étroit suisse, où ça doit être toujours nickel, 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 et d'autres qui ont beaucoup moins cet esprit, et ça faisait des conflits. Alors imaginez-vous qui aurait trouvé la solution au problème. C'était pas les ingénieurs, il fallait pas trouver une meilleure machine, c'était pas les avocats qui ont trouvé un meilleur règlement, c'était les femmes de ménage. Ces femmes de ménage proposaient d'aller régulièrement nettoyer les buanderies. Ils étaient rémunérés par la coopérative pour ça. Après, ils ont remis la paix dans le quartier. C'est quand même pas rien. Remettre la paix dans un quartier de 1500 habitants, on a besoin de tous les dons. Et ceux d'entre vous qui ont l'habitude à lire les écrits de Paul, tous les dons on a besoin ailleurs. Partout on a besoin de tous les dons. Donc ce mépris des certains métiers, c'est une catastrophe pour la société post-pétrole, parce que là vraiment dans le quartier on a besoin de tout le monde. Donc voilà ma conclusion. Pour l'économie, il faut consommer moins pour pouvoir investir plus, pour isoler les maisons ou pour l'économie d'énergie, ou pour produire des énergies renouvelables. Et les coopératives d'énergie et d'agriculture et d'habitation, ça aussi, ça peut être une source d'investissement, parce que c'est vraiment des projets qui, en général, montrent une bonne voie vers la neutralité carbone. Du point de vue de la société, on peut résumer tout ce qu'on fait ensemble, comme partager une infrastructure ou regarder un film ou aller au restaurant, ça consomme moins d'énergie que ce qu'on fait tout seul. Dans ces quartiers, par exemple, ils ont l'habitude aussi d'avoir une salle où ils font un peu du cinéma. Donc, ils regardent plutôt un film ensemble que chacun sur sa tablette tout seul dans sa pièce. Ça fait pas mal d'économie d'énergie dans les data centers. Et au niveau individuel, il faut apprendre à vivre ensemble et travailler en équipe, même avec des gens qui sont différents de nous. Et pour apprendre à faire ça, faites pour les autres tout ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. C'est ce que Jésus a dit, et Confucius a dit la même chose. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est Moïse qui l'a dit, le Rabbi Hillel, Jésus, et sûrement encore d'autres. Voilà, pour résumer, ce que je voulais dire. Et donc, nous-mêmes, on a aussi un projet de faire un petit écoquartier comme ça, sur un terrain que nous avons déjà, à Lunéville. Merci Peter. D'autres questions peut-être. On prend encore quelques instants. Alors. Il est où l'écoquartier en Suisse? En Suisse, il doit y avoir à peu près 50 écoquartiers comme ça. Et ceux que j'ai regardés, que j'ai visités, c'est ceux qui sont le plus avancés, parce que tous ne sont pas au même niveau. En général, ceux qui sont organisés en forme de coopérative d'habitants sont beaucoup plus avancés que les autres. Et donc, ceux que j'ai visités, ils sont
tous les deux à Zurich. Et sur le site internet, là est seulement en allemand et l'autre, il est aussi en français. Donc là, si vous cherchez les mots plus qu'un logement ou mehr als wohnen, et l'autre c'est Kalkbreite, vous tombez sur les sites internet où vous avez tout plein de choses parce que certains de ces quartiers sont accompagnés par l'École polytechnique de Zurich et ils publient aussi toutes les études que des étudiants ont fait dans leur quartier. Donc il y a une foule d'informations remarquables. Vous pouvez faire un doctorat de sociologie rien que sur ces études-là. Est-ce qu'il y a aussi des écoquartiers dans d'autres villes que Zurich? Oui, il y a aussi des choses comme ça à Berne, à Bâle, même dans une petite ville comme Lenzburg, il y a un peu partout des écoquartiers de ce genre-là. Oui. Et il y a aussi une à Genève, d'ailleurs, qu'on a visité, que vous trouvez, la coopérative s'appelle Équilibre. Et eux sont encore allés plus loin. D'ailleurs, on voudrait faire certaines choses comme eux ils ont fait. Ils ont même fait un système d'assainissement pour leur quartier ou pour leur bâtiment, pour récupérer toutes les matières organiques. Mais ça a été mis au point avec un bureau d'études et avec l'École polytechnique de Lausanne pour vraiment récupérer tous les matières organiques des toilettes, de la cuisine, de tout ce qu'il y a dans le quartier. Et ils ont un contrat avec un agriculteur qui leur apporte de la paille 2 fois par an et ils récupèrent le compost de leur système d'assainissement. Et ils font aussi une énorme économie d'énergie, d'eau. Ils ont divisé leur facture d'eau par 2 au minimum. Et ici, sur ce terrain-là, à Lunéville, on voudrait faire la même chose. Et j'ai fait les calculs. Admettons, construire un système d'assainissement comme ça, écologique, à Lunéville, ça a le même prix d'investissement qu'à Genève. Et admettons, on est 12, je crois que j'ai calculé avec 12 familles, qui après n'ont plus besoin de payer la taxe d'assainissement et il faut qu'ils divisent la facture d'eau par 2. En 5 ans, l'investissement est remboursé. Et là-dedans, je n'ai pas calculé tous les engrais que l'agriculteur n'a plus besoin d'acheter. Oui, mais ce n'est pas légal parce qu'en France, justement, on veut plutôt des stations d'épuration. On ne veut pas du tout, justement, on veut faire payer aussi ceux qui ont leur propre système parce qu'ils ont quand même de l'eau usée. Donc, législativement, en France, c'est un vrai casse-tête. Alors, non, je peux vous dire. Oui. Ouais, c'est pas aussi grave que ça. Quand on a un système d'assainissement non collectif, on paye une petite somme pour le contrôle. C'est sans commune mesure avec 2 euros par mètre cube. 2 euros par mètre cube d'assainissement collectif. Ça n'a aucun rapport. Donc c'est vrai qu'il y a des contraintes réglementaires, mais on va être sur des coûts qui sont beaucoup plus faibles. Beaucoup plus faibles. En tout cas, la Bretagne est déjà assez avancée dans le domaine. Ils ont déjà plusieurs systèmes d'assainissement collectif comme ça dans des villages et c'est autorisé par l'État. Et moi, j'ai déjà amené des maires de Lunéville et de notre village et un vice-président de la communauté de communes pour visiter un de ces quartiers en Suisse et tous ils sont à fond derrière notre projet. Donc, on n'aura pas de problème normalement, à moins que c'est un bureaucrate à Paris qui va poser problème, mais localement, j'aurai pas de problème. Le commentaire sur les 2 premières images, vous insistez sur le mot phonique, qui est en gras. Pourquoi phonique est important? Mais parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui, quand ils voient une image comme ça, là, avec un bâtiment, ils s'imaginent que ceux en haut, quand ils font du bruit, ça m'embête en bas. Et qu'ils veulent, pour cette raison, pas être dérangé par les voisins. Et donc, il faut vraiment que ce soit bien isolé phoniquement. Comme ça, il y a moins de conflits entre voisins. Et d'ailleurs, à Genève, dans le quartier qu'on a visité, ils ont carrément fait le test que si vous laissez tomber une bille en verre sur le plancher en haut, en dessous, vous n'entendez rien. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est même pas sorcier. Hein. Ils ont fait certains types d'isolation et un chauffage au sol, des différentes matières d'isolation et une chape en béton, je crois, pour le chauffage au sol. Et ça déjà suffit pour faire une bonne isolation phonique. J'en ai peut-être une.
Et je sais plus si c'est dans ton livre ou ailleurs que j'avais ça en tête. Donc peut-être est-ce que tu confirmes et juste un commentaire. On, on a souvent, enfin on entend souvent cette opposition entre il faut que l'État fasse ben voilà des gros projets hein, de rénovation de ci de ça. Et puis les gens qui disent ben voilà les petits gestes hein, etc. Il y a toujours un petit peu cette opposition entre les deux. Je vais pas faire les petits gestes parce qu'il faut que l'État bouge, mais l'État il bouge pas avant qu'on fasse bon voilà. Est-ce que c'est dans ton livre ou ailleurs que j'avais vu que si on veut arriver à ce niveau d'énergie durable, qu'il y a environ peut-être 2/3 ou quelque chose qui vient effectivement de l'État ou de changements structurels, voilà, mais que il y a toujours besoin d'une part individuelle qui est somme toute quand même importante et que si on attend que l'État bouge, etc., on va pas y arriver et que même si l'État bouge pas, si moi je fais toute une part, ça fait déjà une partie de la réduction. Oui, je crois que je parle de ça dans mon livre parce que j'ai trouvé sur le site de l'Agence internationale de l'énergie un tableau Excel où ils détaillent un peu leur plan pour la neutralité carbone. Et si on fait l'analyse de tout ce qu'il faudrait faire, on peut résumer très grossièrement, 30% ou un tiers ne peut être fait que par les individus, ou nous. Un tiers ne peut être fait que par l'État. Et un tiers ne peut être fait que si les deux travaillent ensemble. Ah ok, j'avais plus ensemble, qui est aussi intéressant et qui va dans la suite aussi de ce que tu disais, d'accord, un tiers, un tiers, un tiers. D'autres questions? Qui inquiète tous nos gouvernements. Le mot, personne ne veut l'entendre dans notre système capitaliste. C'est toujours produire plus. Donc moi je pense il y aura vraiment un moment où ça va clasher, quoi. On se dit ça va plus. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il faut souvent qu'on attende ce moment où ça clash, pour que ça bouge, quoi. Enfin, je ne sais pas comment vous voyez vous les choses. Qu'est-ce qui va faire que ça va bouger? Mais c'est un sujet très très complexe parce qu'il y a plein d'hypothèses possibles et de scénarios possibles. Il y a un risque qu'on va jusqu'au bout de toutes les énergies fossiles et on produit un réchauffement climatique qui dépasse les 3 degrés parce que personne ne veut faire un effort. Ça, c'est un risque. Il y a un autre risque, c'est que on fait quand même tous des efforts, l'État aussi, parce que vous voyez, là, sur les 1300 watts, c'était rien que pour l'État. Sur le diagramme que je vous ai montré, hein. L'État doit faire un effort, tout le monde doit faire un effort, les industriels, mais ça va faire que tout devient plus cher. Et si tout devient plus cher, ça ne veut pas dire qu'automatiquement vos salaires augmentent, parce que vos salaires augmentent si on produit plus. Si on produit plus de richesses, vos pouvoirs d'achat augmentent, parce qu'on peut distribuer plus de richesses. Mais si tout devient plus cher sans que les salaires augmentent, il faut apprendre à vivre avec moins. Et donc, je pense, on peut espérer qu'il y a une partie de la société qui comprend ça et commence à agir. Par exemple, nous, moi je me considère pas tellement jeune, on a mis maintenant tout notre toit entièrement couvert de panneaux solaires. Et si je fais le bilan, j'ai donc un peu mieux isolé ma maison, j'ai encore 2-3 petits trucs à faire, mais je pourrais avoir une maison qui me suffit pour la mobilité journalière et pour tout ce qui est habitation. Et tu pourrais pratiquement arriver à réduire mon empreinte carbone pour passer de 10 tonnes à 2 tonnes. Plus encore 1,5 tonne pour l'État. Mais donc, on peut faire énormément de choses. Si vous avez une maison, vous pouvez faire quand même beaucoup, beaucoup de choses. Juste un témoignage comme celui de Godin et son familistère. Il y a 50 ans, j'avais un beau-frère qui avait un peu une allure de professeur tournesol, comme ça, et qui a imaginé un cohabitat que plusieurs connaissent. C'est vrai que beaucoup de gens se disaient mais pourquoi tout ça? Et on était dans les années 90, quoi. C'était, je dis 50, non 30 ans, mais il en parlait il y a une 50aine d'années. Il en parlait déjà. Voilà. Donc c'est juste un témoignage et je me suis dit qu'il y a des prophètes et que toi tu es aussi un prophète quelque part. Merci.
Moi, j'ai encore une question. Peter, tu es optimiste ou pessimiste quant à l'avenir de l'humanité et de la planète? Je suis plus optimiste pour la France que pour d'autres pays. Parce que les Français sont quand même encore, j'ai l'impression, ils sont plus attachés à faire des choses ensemble. Et que la solidarité, à mon avis, j'ai l'impression, est encore assez présent. Si vous voyez la crise qu'on avait avec le Covid et les confinements et tous ces trucs, vous avez trouvé des gens que vous aurez jamais imaginé, qui sont encore allés aider, apporter les courses des retraités ou des choses comme ça. J'avais l'impression, dans la société, si elle est un peu sous pression, il y a encore pas mal de solidarité. Donc, j'ai un plus d'espérance pour la France que, au fur et à mesure que les gens prennent vraiment conscience qu'il y a un problème et qu'ils font ce qu'eux, ils peuvent faire, j'ai beaucoup moins d'espoir pour les États-Unis. Et encore moins pour la Chine. Je travaille pour une communauté de communes et je fais ce travail, je suis responsable technique et je fais ce travail depuis 1998. Et il y a des choses que je proposais en 1998 où on me regardait en disant qu'est-ce que c'est que ce jeune farfelu là. Aujourd'hui, non seulement on me regarde pas comme si j'étais un jeune farfelu, d'abord parce que je suis plus aussi jeune, mais parce que ça devient des obligations. Vous citiez la RE 2020. Grâce à la RE 2020, je peux proposer des modes de chauffage, des modes de rafraîchissement. Je peux proposer des formules de service de collecte des déchets où on m'aurait dit mais ça va pas, c'est sympa, mais jamais ça va marcher. Et en tout cas, grâce à ça, pour ma collectivité, on est passé en ordures ménagères. Je prends juste cet exemple de 250 kilos il y a 5 ans d'ordures ménagères, pas de déchets au total, hein, d'ordures ménagères. Et aujourd'hui à 50 kilos par habitant. Il n'y a pas nécessairement moins de déchets, mais il y a moins d'ordures ménagères dont on ne fait rien. Un ami à moi, il est vice-président d'une communauté de communes chez nous, qui regroupe 43 communes autour de Lunéville. Et lui, il a fait, il est un ingénieur, il a fait les calculs pour combien d'électricité on pourrait produire si on mettait des panneaux solaires sur pratiquement tous les toits qui sont bien exposés, y compris les toits d'église, sur les parkings des supermarchés, le long des autoroutes, quand il y a une pente le long de l'autoroute vers le sud ou sud-ouest. Et il a mis tout ça dans un tableau Excel et il arrive à la conclusion que pour notre communauté de communes, rien qu'avec des panneaux solaires, on pourrait produire 2500 watts permanentes, moyennes, par habitant de la communauté de communes. Donc, il y a des choses à faire. Sauf le problème, évidemment, si nous, on produit toute cette énergie, les Parisiens veulent avoir un peu aussi. Hein. Parce que je ne sais pas comment les Parisiens vont vivre si on n'a plus tous les camions qui peuvent transporter tout sur des routes quand on ne sait encore pas comment on va les entretenir. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais en tout cas, seulement pour avoir une idée, c'est un ami de la communauté de communes qui a fait ses calculs et donc il y a des choses à faire. Surtout que les panneaux solaires, maintenant, au bout de 40 ans, ils ont encore un rendement de 80%. On en reste là au niveau des questions peut-être. Voilà les questions officielles et après il y a la suite autour des choses à boire et à manger. Donc en tout cas un grand merci à Peter d'être venu, d'avoir fait le déplacement avec sa femme. Alors on a vu que c'était entrée libre, c'est sortie libre. On s'est juste on a juste dit et on a convenu avec Peter qu'on payait ses frais de déplacement qui sont pas si grands que ça. Si vous voulez mettre quelque chose, voilà, vous pouvez mettre un petit quelque chose dans la boîte qui est là-bas à la sortie si vous le désirez. L'entier, même si ça dépasse ses frais de déplacement, voilà, lui sera donné. Il a des frais de matériel, etc. Et il ne compte pas son temps. Voilà, il y a son livre qui est à acheter quelque part là-bas derrière. Voilà, je vous le recommande
si vous aimez ça, parce que ça touche, il part beaucoup d'énergie, mais après il part dans des tas d'autres domaines. Donc d'un point de vue culture générale, c'est très bien également. Voilà. Donc ça c'était le livre. Donc voilà, vous l'avez vu.